Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là. J'espère qu'il vous reste un maximum d'énergie en cette belle fin de conférence. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est cher. On va parler de production, on va parler de gestion d'incidents, on va parler de run et de troubleshooting. Et si vous ne connaissez pas ces notions, ça tombe bien, je suis là pour ça. Moi, je m'appelle Sébastien, je travaille chez OVH Cloud en tant qu'ingénieur logiciel depuis maintenant 5 ans. Plus généralement, je fais ce métier depuis maintenant 14 ans. Alors moi, j'habite à Nantes, j'ai un chat, je suis un ancien bègue, ça je le précise toujours, comme ça quand vous m'entendrez bloquer, eh bien, vous saurez pourquoi. Et aussi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours très rapidement, parce que vous allez voir que ça a un sens pour la suite. Moi, j'ai commencé à la base en tant que développeur web. Ensuite, je suis devenu spécialiste en intelligence artificielle, en deep learning, et j'ai fini par rejoindre une équipe en cybersécurité. Ça a duré environ 10 ans où j'avais un profil plutôt développeur. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que pendant 10 ans, j'étais un pur dev qui ne touchait quasiment jamais à la prod, très très peu. Donc si je vous résume ma vie de dev en 3 étapes, git commit, git push, et je mets ma Jira en done, et je suis très content, j'ai fini mon travail, je peux mettre ma tâche. Et s'il y a un problème en production, bah, c'est pas le mien. Du moins jusqu'à ce que je rejoigne l'équipe Service Integration and Automation, équipe qui, comme son nom l'indique, fait de l'intégration et l'automatisation de différents services au sein du SI interne d'OVH Cloud. Et donc, on a beaucoup de microservices en production, et qui dit beaucoup de microservices en production, dit potentiellement pas mal d'incidents, et on va en parler aujourd'hui. Moi, j'intègre alors l'équipe à ce moment-là. Ça, c'est moi, parce que c'est ma conférence, je fais ce que je veux. Mon chef arrive et me dit « Ok, tu auras 2 premières missions pour commencer ton année. Ta première mission, ça devrait être capable de faire du run au bout de 3 mois, et ensuite de rejoindre la rotation astreinte nuit et week-end 2 mois plus tard. » Sur à quoi je lui réponds ouais, c'est super, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est quoi le run en fait? On va peut-être commencer par en parler. Vous connaissez sûrement le build. Le build, en fait, ça parle un peu à tout le monde. Même si vous ne connaissez pas le terme, c'est vraiment l'étape où on va construire le projet. C'est tout ce qui vient après le design. Donc, on va mettre en place l'infrastructure, on va développer les features, et on y repasse quand on fait d'ailleurs les nouvelles features derrière. Et donc, c'est la construction du projet. Et pour moi, avant, ça s'arrêtait ici. Voilà le cycle de vie. Sauf qu'en fait, pas du tout. Le logiciel ou le service derrière, il va vivre sa vie en production, et il y aura toute une vie. C'est cette vie qu'on appelle le run. Et donc le run, c'est vraiment tout ce qui est maintenance opération. C'est la vie du logiciel en production, et donc, potentiellement, les incidents. Pour résumer le run en une phrase, moi je fais partie des gens qui aiment bien appeler ça l'astreinte de jour, parce qu'en fait, c'est vraiment ça le run, c'est de l'astreinte, mais de jour. Et donc la grosse différence entre l'astreinte de nuit et l'astreinte de jour, bah, c'est que l'astreinte de jour déjà, c'est le jour. Mais surtout, on va, du coup, comme on est réveillé, on va gérer tout type d'incident, tout type de priorité. Et les priorités, on va y revenir juste après. Là où la nuit, on va évidemment être réveillé que pour les incidents plus graves, plus critiques. Et oui, ça fonctionne très, très souvent en rotation. Donc là, ça dépend des équipes. Nous, par exemple, c'est par semaine. Donc voilà, 1 semaine sur 4 ou sur 5 en fonction de qui est là. Je suis de run. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être de run pendant cette semaine? On va en parler. Ça, c'est moi. Donc, vous voyez, là, je suis content, je suis dynamique. Hein, j'ai déjà travaillé 10-12 ans avant. Et je me dis, ouais, trop cool, je vais découvrir un nouveau travail, un nouvel écosystème, un nouveau monde. Et mon chef me dit, je te préviens, il y a une grosse difficulté dans l'équipe. Il faut être capable de faire du context switching, c'est-à-dire passer d'un projet à l'autre assez régulièrement, parce que parfois, tu vas passer d'un projet à l'autre plusieurs fois dans la même journée. Moi, je lui dis, t'inquiète, ça va, j'ai déjà travaillé sur 3-4 projets en même temps, je sais être un peu polyvalent. Là, il y en a combien? Il y en a 5, 6, peut-être 7? Non, il y en a 50. Et là, tout de suite, je suis un peu moins serein. Je suis un peu moins serein parce que je me dis, attends, mais 50 projets, et je dois faire du run, c'est-à-dire gérer l'incident sur ce périmètre dans 3 mois. Dans 3 mois, il n'y a aucun monde où je connais tous ces projets, aucun. Dans le meilleur des cas, il y aura 2-3 projets que je connaîtrais bien, voire très bien, quelques projets que je connaîtrais OK, quoi, et des projets que je connaîtrais très peu, voire pas du tout. La question que je me pose alors, c'est comment on fait pour se forger un nouveau type d'intuition quand on ne connaît pas les projets? Parce que c'est normal d'avoir une intuition sur un troubleshooting, sur un incident qui survient, quand on connaît bien le projet sur lequel on a travaillé. Mais quand on n'a pas travaillé dessus, comment on se forge un nouveau type d'intuition? Et moi, je lui ai dit, mais t'es vraiment sûr que je peux faire du run au bout de 3 mois? Il m'a dit, mais bien sûr que ça va bien se passer. Je me suis dit, et c'est marrant, mon nouveau chef que j'ai à peine de rencontrer, il a plus confiance en moi que moi en moi. Je sais pas comment ça se fait. Ah, ça se fait parce qu'en fait, lui, il sait dans quelle équipe j'ai mis les pieds, il sait qu'il y a tout un tas de méthodologies. Et ce sont ces méthodologies dont on va parler aujourd'hui. Vous ne me verrez pas taper sur un terminal parce que j'ai pas voulu casser la prod pour une conférence, mais à la place, je vous raconterai des histoires que j'ai vraiment vécues. Donc ça, c'est ce programme. Et on va aussi parler autour de tout ça, de la méthodologie qu'il y a autour, parce que c'est vraiment ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas vous présenter les outils en particulier, mais présenter comment on travaille. Ok. Alors déjà,
qu'est-ce qu'on a à notre disposition quand des incidents surviennent de toutes parts? Eh bien, on a plein de choses. On a les incidents, on a l'alerte cachée d'incident, le système de log, le monitoring, le code source, la plateforme, on a plein de choses. Ok, c'est bien. Moi, je suis toujours un petit peu perdu parce que j'ai plein d'informations, mais je ne sais pas par où commencer. D'ailleurs, ça commence par quoi le run? Ça commence par le matin, comme toute bonne journée. Je vous présente ce qu'on appelle un dashboard de Morning Check. Donc là, j'ai schématisé un dashboard de Morning Check. C'est des choses qu'on va souvent retrouver sous forme Grafana ou autre. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir en un coup d'œil moyennant quelques scrolls vers le bas, en fonction du nombre de projets et de la taille de l'écosystème, mais voilà, en un coup d'œil, le plus rapidement possible, un état global sur notre système, une vision globale sur le système. Donc voilà, c'est observer ça. Donc là, c'est des gros chiffres et des grosses couleurs. Les couleurs, c'est pas obligé, mais au moins des gros chiffres pour avoir un état global. Et donc là, je vois rapidement ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, et je me dis, tiens, là, j'ai 56 succès sur ce projet-là, etc. Je sais comment ça se passe. Donc déjà, premier réflexe, on est à peine réveillé, on sait déjà s'il s'est passé des choses pendant la nuit, on sait déjà s'il y a des comportements qui vont être anormaux dans la journée, donc on a déjà une bonne vision de quelle sauce on va être mangé. Et c'est pas rare que j'étais capable d'anticiper des incidents avant même qu'ils arrivent, juste en faisant ça. C'est pour ça que j'en parle, le morning check, c'est primordial, c'est un des piliers fondamentaux du run, donc très important à retenir. Ok, la personne qui est de run ensuite, elle fait quoi? Elle va être responsable de ses tickets. Ces tickets, donc, ça c'est une liste de tickets quand ça se passe très bien. Ça, c'est une liste de tickets quand ça se passe de manière un peu plus réaliste, il y en a plus. Et donc voilà, on a le nom du projet, on a un début d'erreur et on a les priorités. Encore une fois, j'y reviens juste après. Et on a des métriques. On en a une notamment qui nous intéresse beaucoup, c'est le Time to Restore Service, TRS. Et donc là, avec une couleur, même une barre qui avance, on peut très rapidement savoir où on en est. Et là, on se dit, OK, le W, là, on a bientôt breaché. Breaché, c'est quand on dépasse le temps qui nous était alloué. Et donc, on ne respecte plus les SLA. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc peut-être qu'il faut s'occuper du projet W maintenant, hein, même si c'est une P5. Voilà. OK, alors P5, tout ça, c'est quoi? Et puis en fait, il y a quoi déjà comme métrique en fait, pour les incidents? Il y en a deux principales. On a le TTA et le TRS. Le TTA, c'est le Time to Acknowledge. Et le TRS, c'est le Time to Restore Service. Donc voilà, vous les avez ici. Le Time to Acknowledge, c'est une métrique qui est très importante. En fait, on est généralement objectivé sur ces deux métriques quand on fait du run et quand on fait de la sprint de nuit. Le Time to Acknowledge, c'est juste dire qu'on a pris connaissance, c'est rassurer le monde entier en disant qu'on a pris connaissance, qu'un humain a pris connaissance de l'incident et qu'on est sur le coup. Donc généralement, ça consiste à prendre son téléphone, c'est une bouteille mais c'est un téléphone dans ma tête, et de cliquer sur un bouton et de dire ok c'est bon, acknowledge. C'est pas juste cliquer sur un bouton, hein, on va quand même le lire, parce que si l'incident a marqué P5, donc priorité peu élevée, ça vaut quand même le coup que moi, en tant qu'humain, et c'est mon rôle en tant qu'humain, de le lire et de dire ok non c'est P5 mais c'est peut-être une P1 en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on acknowledge aussi, hein, c'est pour vraiment dire qu'un humain l'a lu. Donc informer qu'on est au courant. Et Time to Restore Service, c'est le time dans lequel on va mettre pour restaurer le service. Donc c'est la contextualisation, le troubleshooting, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? On va le voir, et pour arriver jusqu'à la résolution. Donc voilà, ça c'est nos métriques, et je l'ai utilisé plusieurs fois, hein, ça marche, ces métriques-là dépendent des niveaux de priorité. Là, ça dépend encore une fois vraiment des équipes et des entreprises, mais ce qu'on va généralement retrouver, c'est de P5 à P1. P5, c'est peu important, mais il faut quand même s'en occuper. On va généralement avoir une bonne semaine pour s'en occuper. Tandis que P2, c'est la journée, et P1, c'est tout le monde arrête ce qu'il fait. Ça devient la priorité à toute l'équipe absolue. P2, P1, ce sont les incidents généralement qui nous réveillent la nuit. Nous, par exemple, on est réveillé que pour les P1, mais ça dépend des équipes. Dans la norme du run, généralement, c'est P2, P1. OK. Donc là, on a notre liste de tickets. J'insiste sur le fait que c'est important d'avoir un regard humain, parce qu'on est là pour ça. Il y a un incident qui arrive, c'est une P5. Par réflexe, je peux être tenté d'arriver sur le W là qui est en rouge. Mais non, parce que mon regard humain me dit que c'est plus grave que c'en a l'air. Il y a des gens qui sont bloqués, qui ne peuvent plus travailler. C'est une P2. P2, c'est assez critique, donc on le priorise quand même. Donc voilà. Priorité de manière générale, priorité au run et priorité au run urgent. Ok, donc là, c'est les premières bases du run, déjà, d'un point de vue méthodologie. Quand je raconte ça, j'ai peur que les gens pensent qu'on est un peu entre coins, qu'on est un peu techos dans son coin, qui va regarder comment ça se passe et qui va éteindre les incendies tout ça dans son coin. La personne de run, elle est tout sauf seule. Au contraire, c'est le point de contact de son équipe. Donc quand je mets une phrase sur une grosse slide blanche, c'est que je considère que c'est important. Donc ça, c'est important. C'est même l'un des trucs les plus importants du run.
être le point de contact de son équipe. Parce qu'il y a des gens qui dépendent de vos microservices. Moi, je vous ai dit qu'on en a une cinquantaine. Il y en a plein qui sont utilisés par d'autres équipes. S'ils ont des problèmes ou des incidents qui sont liés à nos services, ils doivent contacter notre équipe. Et là, ce n'est pas le premier qui a le temps de répondre, parce que si c'est personne qui a le temps, personne ne répond et on n'est pas efficace. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont de run, parce que la personne qui est de run, c'est le point de contact. Et inversement, moi, quand je vais avoir besoin de contacter des gens, je vais contacter la personne de run. Ou indirectement, je contacte l'équipe, mais c'est la personne de run qui sera assignée au fait de me répondre. Donc ça, c'est hyper important. Alors, ça, c'est les bases à la base du run. Maintenant, on va attaquer ce qui intéresse un peu plus les gens. Ouais, tu nous as parlé d'enquête dans ton titre de conférence. Quand est-ce qu'on parle d'enquête? L'enquête, elle arrive quand on va commencer à résoudre l'incident et à faire le troubleshooting. Le troubleshooting, c'est ce qui va consister à trouver la cause de l'incident et restaurer le service. Donc c'est vraiment les deux axes. En vulgarisation, moi j'aime bien dire que ça consiste à transformer votre travail en votre meilleure partie de Cluedo pour trouver les indices, remonter les pistes, trouver l'arme du crime pour essayer de résoudre durablement. Donc la RCA, c'est ça, c'est la root cause analysis, remonter les traces jusqu'à la cause principale. Et ça, c'est le meilleur moyen de fixer durablement le projet. Ça, c'est un des piliers fondamentaux, mais ce n'est pas le seul. Et ça, justement, j'y reviens juste après, mais c'est hyper important. Quels sont les axes de troubleshooting? Dans quel mode de pensée on doit se mettre quand on troubleshoot? J'ai regardé ce que dit la littérature là-dessus. Il y a une trentaine à peu près d'approches qui existent. Et du coup, je vais tous les citer une par une. Non, je plaisante, on n'a pas le temps pour ça. Je vais en citer deux que j'ai retenues qui sont les plus importantes pour moi. La méthode basée sur l'historique, celle-là, elle est hyper intéressante parce que c'est la plus humaine, la plus intuitive et la plus piégeuse. Spoiler, c'est pas celle que je conseille. Mais il faut que j'en parle parce que de toute façon, que je vous le dise ou non, vous allez le faire. Parce que vous allez arriver, vous allez voir qu'il y a un incident qui est déjà arrivé 50 fois avant, et vous dites, moi j'y connais rien à ce projet-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que des collègues sont déjà intervenus 40 fois dessus, évidemment que je vais leur demander, évidemment que je vais regarder l'historique et regarder comment ils l'ont résolu, et peut-être que du coup je vais pouvoir copier-coller son message de résolution et dire, ouais, c'est comme ça qu'il a fait, c'est pareil. Vous avez vu Matrix, hein, le déjà vu, le chat est passé 2 fois, en fait parfois ce n'est pas le même chat, donc non, ça c'est pas très rigoureux, et puis en plus, donc déjà, ça peut prêter à confusion, comme je viens de le dire, mais en plus, tout à l'heure, je me posais la question, comment on se forge un nouveau type d'intuition sur des projets qu'on ne connaît pas encore? Eh bien, c'est justement le run, et notamment le troubleshooting, la RCA, c'est l'un des meilleurs moyens de se former dessus, parce qu'on n'aura peut-être pas travaillé sur le projet, mais on aura contribué à résoudre des incidents et fixer des bugs sur des parties précises du projet. Et bien ça, mine de rien, ça va peu à peu nous faire monter en compétences sur l'écosystème global. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est pas comme ça qu'on va le faire, on va le faire plutôt avec des approches plus rigoureuses qu'on appelle le drill down. Le drill down, ça veut dire creuser vers le bas, et c'est très parlant, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une grosse erreur généraliste, et l'idée, c'est, avec votre foreuse, de creuser de plus en plus d'erreurs sous-jacentes en erreurs sous-jacentes. Moi, j'ai une erreur générique, hein, c'est un call qui finit en 500. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonction qui retourne une erreur. Mais pourquoi? Parce qu'elle appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui retourne une erreur, et à la fin, c'est quelque chose, c'est une base de données qui est appelée, qui ne répondait pas. Là, c'est ça le drill down, c'est creuser jusqu'à trouver la cause principale. Et quand on fait les RCA, la root cause analysis, généralement, c'est un peu de ça dont on va parler, souvent. Alors, c'est rigoureux, c'est bien, ça prend du temps, surtout si on creuse dans la mauvaise direction, donc d'où l'intérêt d'être rigoureux. Et c'est le meilleur moyen de monter en compétence. Si aujourd'hui, j'ai une vision, après 2 ans et demi, assez globale sur mon écosystème, c'est principalement parce que j'ai appliqué ce type d'approche. Une autre que j'applique moins, parce que c'est moins notre périmètre, mais c'est intéressant d'en parler, c'est le bottom-up. Je le mets dans la même catégorie parce que c'est pas pareil, mais c'est les mêmes avantages et inconvénients. Là, ça consiste à aller du bas vers le haut, notamment dans les couches du modèle OSI, donc du physique jusqu'à l'applicatif, et ça consiste globalement à se demander si mon service est en panne, est-ce que j'ai bien vérifié que la prise était toujours branchée? Globalement, c'est ça, et on remonte de logiciel en logiciel. Donc voilà. Donc ça, c'est les approches purement théoriques. Et je vous ai dit que c'était un des 2 piliers principaux du troubleshooting, la RCA, mais ce n'est pas le seul, parce que moi j'étais à fond dans ce mode de pensée, et me dire trop cool, on va récolter les indices, et moi j'adore monter en compétences, j'adore apprendre des trucs, et on oublie souvent de se poser une question essentielle. C'est quoi le problème que je voulais résoudre à la base? Vous vous rappelez sur quoi on est objectivé? La métrique principale, elle s'appelle TRS, Time to Restore Service. Elle ne s'appelle pas Time to faire ma partie
le Cluedo parce que je trouve ça marrant. Ça s'appelle Time to Restore Service. Et vous allez voir que souvent, restaurer le service et trouver la cause durable de l'erreur, ce n'est pas forcément la même chose. Parfois, il y a des techniques qu'on peut appliquer pour restaurer plus vite le service et après résoudre. Donc c'est vraiment faire ça en 2 temps. Priorité à la restauration du service. Et ça, c'est primordial. C'est primordial de connaître quelques méthodes, mais surtout, c'est primordial d'avoir l'idée. C'est primordial d'y penser. Donc déjà, ne serait-ce que d'avoir le mindset, c'est hyper important parce que moi, je me suis fait gronder au début en me disant « T'as corrigé l'incident, c'est super, bravo, t'as fait du bon travail, mais t'as mis 3 heures à le corriger alors que t'aurais pu restaurer le service en 20 minutes. » C'est dommage. Et donc pour ça, j'aimerais vous parler de cas pratiques que j'ai vécu. Et donc c'est là où on va rentrer un petit peu dans le retour d'expérience, le cas pratique. Et pour parler de cette priorité à la restauration à l'incident, quoi de mieux que de parler d'astreinte de nuit. Donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse de nuit. Je vous laisse imaginer que le soleil s'est couché, le village s'endort, les incidents se réveillent. Un incident en particulier va me réveiller, il est 4 heures du matin, c'est mon premier incident, je suis un petit peu nerveux. Service very slow, ok, service very slow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon projet, qui est load balancé sur mon service, qui est load balancé sur 3 machines virtuelles, ne fonctionne plus correctement. Ça, je sais parce qu'on documente tout ce qu'on fait, bien évidemment. Et bien que je ne connaisse pas beaucoup ce projet-là, je sais que ce service est load balancé sur 3 machines virtuelles, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ok, alors d'abord, on va regarder le monitoring. Le monitoring, c'est les métriques notamment qui vont nous permettre de se rendre compte un petit peu de l'ampleur des dégâts, l'ampleur de l'impact. Et je vois plein d'erreurs 500, un gros pic qui finit en plateau, donc un méga plateau d'erreurs 500. Ça, généralement, ça fait peur. Un truc qui est très important à retenir, les erreurs n'ont aucune valeur si elles ne sont pas contextualisées avec des succès. Une erreur, ça fait peur, mais une erreur et aucun succès, ça fait encore plus peur. Et l'erreur s'appelle service très lent, ça ne s'appelle pas service down, et c'est parce qu'on a quand même des requêtes qui passent. Donc, du point de vue de l'utilisateur, c'est des requêtes qui vont dropper 1 fois sur 2, 2 fois sur 3, ou une très grosse latence, un service qui n'est plus assez bon pour correspondre à notre niveau d'exigence qualité. Ok, et suffisamment pour me réveiller la nuit en tout cas. Je vais regarder la latence effectivement, elle crève les plafonds, ça c'est pas normal. Et donc je vais commencer à regarder les logs, et dans les logs je vois erreur 500 partout, ouais, on a plein d'erreurs 500, plein de requêtes qui drop. Ce qui a attiré mon attention, c'est que je vois que les instances qui répondent, c'est BSC qui renvoie les erreurs. La première instance ne renvoie jamais d'erreur. Donc là, c'est la nuit, on est à peine réveillé, on n'est pas là pour faire des choses compliquées, on est là pour penser au plus simple possible. Et là, le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est utiliser ma meilleure commande SSH, pour me connecter individuellement à chacune de mes machines. La machine A, je m'y connecte, tout se passe très bien, j'ai la main dessus, tout se passe bien dessus. Ok. Je me connecte sur la 2e et la 3e, et là, elles sont presque cassées. Elles ne sont pas cassées complètement, sinon ça ne verrait plus dessus, mais elles sont cassées. Elles mettent une méga plombe à me rendre la main. De mémoire, j'ai mis 1 minute à avoir la main juste en me connectant, et ça mettait entre 30 secondes et 1 minute juste pour avoir des réponses. Quand j'arrive enfin à faire un bon vieux hashtop, je vois que la RAM et le processeur sont capés à 100%, c'est un enfer. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. Non seulement j'en ai aucune idée, mais en plus, je ne sais pas comment corriger le problème. Et c'est là que c'est important de garder à l'esprit la priorité. Ma priorité, ce n'est pas de corriger ce problème. Ma priorité, c'est de restaurer le service. Comment je restaure le service? Par chance, je vois qu'il y a une machine qui tourne encore, et je vois que la nuit, on a un trafic qui est quand même beaucoup moins important que le jour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si je coupais le lien des 2 machines cassées pour tout rediriger vers la machine qui va bien? Alors déjà, je regarde l'historique des métriques, je regarde si effectivement, théoriquement, ça passerait. Je vois qu'on a un peu de marge pour la nuit, donc je le fais. Et là, je vois qu'on n'a plus aucune erreur, on a un peu de latence parce que le balancer, il n'était pas là pour décorer, mais pour la nuit, ça a l'air de passer. Je reste 1 heure en surveillance, on appelle ça l'hypercare, c'est faire attention. Et tout se passe plutôt bien, donc je me dis cool, je vais pouvoir me rendormir, et demain matin on va corriger tous ensemble l'erreur. Et là, tout le monde a pu intervenir, y compris les gens qui avaient travaillé sur ce projet à la base, et on a pu corriger le problème durablement. Priorité, restaurer le service, ensuite on corrige durablement. Bien sûr, on n'oublie pas de le faire. Ok, on va passer sur un deuxième petit cas pratique après une transition bouteille d'eau. Pardon pour le bruit. Deuxième cas pratique, là c'est pareil, il est 3-4 heures du mat, et là tout many 500 erreurs. C'est ce que je vois en plus dans le monito. On a 2 pics, ou plutôt 2 plateaux d'erreurs 500. Okay. Le premier était visiblement assez petit pour être sous le seuil de l'alerte, le deuxième a déclenché l'alerte, c'est pour ça que je suis debout
Je vois database connection fade partout. Database connection fade, database connection fade. Ok, database connection fade, c'est mon problème. C'est pareil, donc je vais essayer de réfléchir. J'en déduis qu'on a un problème de connexion vers une base de données. Et ça, je le sais parce que je suis bilingue, heureusement. Et du coup, moi, ça me donne l'idée d'aller où chercher. Et je vais chercher dans le dashboard de base de données. Et je vois qu'effectivement, on a 2 gros pics de connexion vers les bases de données. Et donc, on s'attend à des requêtes qui drop. Premier réflexe de penser, est-ce que c'est une attaque? Une attaque, ça ressemble pas à ça. Là, ça ressemble plus à quelqu'un qui utilise mal votre API. Donc la question que je vais me poser, c'est qui est cette sombre personne qui m'a réveillé la nuit en bourrinant votre API, appelons-le utilisateur 42. Moi, ce que je remarque, c'est que là où nos utilisateurs les plus brillants font des requêtes entre 10 et 20 requêtes par seconde à la DB pendant cette nuit, il y en a un qui nous fait dans les 140. Donc il bousille notre rate limiting et notre rate limiteur n'est pas content. Donc déjà, ce que je vois, c'est qu'il s'est déjà calmé, mais ça a l'air d'être des pics alors fixe. Moi, j'ai vite déduit que le mec, il avait juste foutu une cron tab qui envoyait des requêtes pour fetcher plein de trucs chez lui. Ok, donc déjà, je vois que c'est pas si grave que ça, mais c'était important qu'en tant qu'humain, je dise que c'était pas si grave que ça. Parfois, l'astreinte de nuit, c'est juste rassurer les gens. Je peux éventuellement toucher un petit peu au rate limiter si je vois qu'on a un petit peu de place pour ça, mais ne pas oublier que les rate limiters sont là pour protéger vos machines. Si vous augmentez votre rate limiter comme un bourrin, et ben maintenant vous avez un service et des machines à réparer. Donc moi je vais pas trop y toucher, mais déjà je vais au moins rassurer tout le monde. De mémoire je l'avais un tout petit peu augmenté déjà pour calmer l'alerte. Donc voilà, fixe temporaire, et après le fixe plus large, on le fait le lendemain quand on est calmé. Donc voilà, j'espère qu'avec ces 2 exemples, j'ai pu vous montrer à quel point c'était important et ça je le répète, dans un premier temps, restaurer le service, dans un second temps, on corrige durablement le problème. Ok, le village peut se réveiller maintenant. Et je vais quand même parler d'un incident typique de run, parce que ça c'est vraiment l'astreinte de nuit, hein, c'est toujours des trucs un petit peu critiques. Et donc là, j'aurais pu choisir parmi des centaines d'exemples, parce qu'on a, je sais plus, je crois qu'on a un bon millier d'incidents par an. Ok, Operation Failed, heureusement que je suis encore bilingue. Quand est-ce que ça s'est passé? Je regarde les alertes, je regarde un petit peu l'étendue de l'impact, et je vais commencer à regarder les logs pour comprendre ce qui s'est passé. Si j'ai choisi ça, c'est parce que c'est un des premiers incidents que j'ai rencontré, donc il a une petite valeur sentimentale déjà, mais surtout c'est parce que c'est le premier incident qui m'a fait comprendre l'importance de la prise de recul quand on fait un incident. Donc là, je regarde le message. Moi, j'ai mis un filtre pour trouver l'erreur rapidement. Mais rappelez-vous, les erreurs n'ont aucune valeur si elles ne sont pas comparées à des succès. Là, on a des champs de log. Et ça, les champs de log, j'en parlerai un petit peu après. Create user ici. Donc, ça correspond à ce que je vois. Apparemment, l'opération create user est cassée. Est-ce que l'opération create user, qui crée les utilisateurs apparemment quelque part, est cassée? La bonne réponse est on ne sait pas, parce qu'on n'a pas assez d'informations. Regardons un petit peu les succès. Bon, ouais, en tout, finalement. On contextualise, et on voit qu'effectivement, parfois l'opération fonctionne. Ça veut dire que l'opération n'est pas cassée, mais que c'est autre chose qui ne va pas. Et là, eh bien, je sèche. Moi, j'ai à l'équipe, je ne suis pas très habitué encore à faire du troubleshooting, et je sèche. Et là, j'ai un collègue qui me dit t'as pensé à regarder dans les autres champs de log? Il y a un champ qui s'appelle pod ID, c'est le pod sur lequel tourne le service, parce que nous, évidemment, on load balance toujours et on scale sur plusieurs pods. Et là, en l'occurrence, il y avait 2 pods. Tous tes messages sont envoyés par un seul pod. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vérifié s'il n'y a pas un pod qui était par terre par hasard? Et là, du coup, moi, là où j'aurais pu avoir le réflexe de me tourner vers le code source, voir comment l'opération fonctionne et perdre du temps, bah, je me connecte à la main sur le cluster Kubernetes et je vois qu'un pod était par terre, je le relance, le scaling fonctionne à nouveau, on n'a plus d'erreur. Parfois, c'est aussi simple que ça. Donc voilà l'importance sur la prise de recul. Donc là, je pourrais vous citer d'autres exemples, mais je vais continuer un petit peu pour vous parler des autres aspects liés au run. Il y a une méthode tout à l'heure, on va dire, de méthodologie sur le run dont je n'ai pas parlé, c'est les 5 whys. Pourquoi je l'ai gardé pour la fin de cette partie-là? Parce que les 5 whys, nous, on s'en sert beaucoup pour la rédaction de post-mortem, et je vous parlais juste avant de la prise de recul. Les 5 whys, c'est une bonne méthode pour prendre du recul. C'est une méthode très simple et très organique qui consiste à se poser juste la question « Pourquoi 5 fois de suite ?» Donc, posons-nous tous ensemble la question « Pourquoi 5 fois de suite ?» Mon problème, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à l'application. Ok, pourquoi?
Pourquoi? Parce que le système d'authentification nous retourne des 500. Ah d'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, le service d'authentification, il est plus capable de couvrir la base de données. Pourquoi? Parce qu'il n'est même pas capable de l'atteindre en fait, il se connecte même pas dessus. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le serveur de base de données, il est même pas atteignable, on peut même pas le reach. D'accord? Et pourquoi une cinquième fois? Parce qu'en fait, on a une IP table qu'a foré quelque part, on a fait une configuration de pare-feu qui a fait perdre l'accès à ce service en particulier sur la base de données. Donc, le service n'a plus accès à la base de données, il renvoie les 500, service renvoie des 500, tout simplement. Donc en fait, en se posant pourquoi la question 5 fois de suite, eh bien, non seulement on prend du recul, mais en plus, c'est très pratique pour documenter de manière claire les post-mortem. Ça pourrait être la fin de cette conférence, parce que là, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le run à proprement parler. Quel suspense. Mais si j'ai écrit cette conférence à la base, ce qui m'a donné envie de l'écrire, c'est que moi, à la base, je suis un ancien dev. En fait, je suis toujours dev, je suis dev DevOps, je ne sais toujours pas ce que je suis. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais une conférence d'1 heure pour en parler. Du coup, je me suis demandé comment tout ça, c'est possible. En 3 mois, j'ai été capable de faire tout ça, alors que je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Qu'est-ce que mon équipe a mis en place? Qu'est-ce qui a fait que cette équipe était aussi bien rodée pour fonctionner comme ça? Je trouvais pas la réponse. Du coup, je suis parti m'exiler dans une grotte et j'ai trouvé un vieux sage barbu qui m'a donné un parchemin sacré. J'ai traduit pour vous quand même, hein, sur lequel il était écrit dans un langage ancestral développe des applications comme si tu allais les maintenir, parce que c'est le cas. Ça, c'est un collègue qui me l'a dit en visio, j'ai trouvé ça drôle et ça m'a tellement marqué que je savais que je la mettrais dans cette conférence parce que pour moi, cette phrase résume à elle toute seule la transition entre ce que je viens de vous raconter et ce que je vais vous raconter par la suite. Et j'aimerais que vous repartiez avec cette idée-là aussi. Un bon run, ça commence par un bon build. Et ça, c'est primordial. Parce que moi, quand j'étais pur développeur, parfois les gens galéraient, les ops galéraient à troubleshooter le code parce que j'avais pas fait ce qu'il fallait. Ok, mais il faut faire quoi du coup? C'est quoi d'ailleurs les piliers fondamentaux dans un code sur troubleshooting? Il y en a plein. Là, je vais pas pouvoir être exhaustif, donc là, je vais faire une petite sélection personnelle. Commençons par les logs, parce que les logs, c'est un peu le nerf de la guerre du troubleshooting, c'est un peu les signes de vie de votre application. Les logs, c'est votre application qui vous dit si tout va bien ou pas. Qu'est-ce qu'on veut et surtout qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on veut absolument éviter? On veut éviter le manque de données. Il n'y a pas pire, il n'y a pas plus frustrant que de manquer de données. Il n'y a pas pire que de se dire je suis à 2 doigts de comprendre ce qui s'est passé, je sais qu'il y a un call qui rate et je ne sais même pas où. Si seulement j'avais logué le request ID, si seulement j'avais logué le pass vers où ça passe, si seulement j'avais logué l'information que j'envoie. Parfois, je demande à une équipe, je leur dis ouais, votre API ne marche pas. Ah ouais, et vous envoyez quoi? Je ne sais pas, je ne l'ai pas logué. Donc voilà, l'idée, c'est pas forcément d'envoyer des bodies en entier, mais d'envoyer des informations primordiales. Et avoir l'information, c'est bien. Mais avoir l'information utile, pas perdue au milieu de plein d'informations inutiles, c'est mieux. Pas la peine de loguer ce que vous avez mangé à midi. Hein. L'idée, c'est de loguer l'essentiel, ni plus, ni moins. Et surtout, on ne log pas n'importe comment. On va loguer avec des log levels, donc des niveaux de log, qui vont définir qu'est-ce que vous loguez en fait. Info vous dit que vous allez loguer des messages de manière informative, juste dire ce qu'on fait, on a créé des utilisateurs, on a fait des choses. Warn, c'est attention, c'est pas des erreurs, mais ça pourrait le devenir, donc fais gaffe. Contrairement aux erreurs qui, elles, sont des erreurs. Et il y a deux gros types d'erreurs. Les erreurs, elle est fatale. Les erreurs, ce sont des erreurs qui font planter une fonctionnalité de votre service, généralement, alors que les fatales, c'est ce qui va faire planter tout votre service. On a les debugs, qui sont généralement désactivables via un flag. C'est, comme son nom l'indique, pour la phase de dev, pour nous aider à comprendre ce qui se passe pour un compte dev. Et trace, c'est pour tout ce qui touche au profiling. Qu'est-ce qu'on veut loguer? Pareil, à partir de maintenant, vous allez voir, je vais faire des slides un petit peu en mode cheat sheet, comme ça vous avez de quoi repartir. Donc c'est pas exhaustif, mais au moins vous avez un panel de ce qui me paraît, moi, important. Donc les request ID, j'en parlais avant, ça c'est primordial quand on fait des services qui font des requêtes HTTP, loguer les request ID, c'est important. Les passes d'URL, pourquoi pas. Les user ID, la version de l'application, ça c'est important. Savoir si votre application a planté, quelle version a planté. Et les opérations, ça j'en parlais avant, c'est pas essentiel, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Quand on a un log qui arrive parmi des centaines de milliers, c'est important de se dire qu'est-ce que le service faisait à ce moment-là, au moment où le log est arrivé. Donc là, je vois create user, ce log il est arrivé au moment où j'étais en train de créer un utilisateur. Donc je sais déjà où chercher. Donc ça, c'est important. Ok, alors après, comment on fait tout ça? Comment on fait ça bien?
Là, c'est du code Go, donc voilà, si vous ne connaissez pas Go, c'est pas très grave, on va se focaliser sur la ligne qui dit qu'il y a un succès. Donc là, l'utilisateur a été processé avec succès. Ça, c'est moi qui ai écrit ce log au début, j'étais content, je me suis dit, c'est bien parce que c'est hyper lisible. Moi, je suis un être humain, je vois user ID, c'est processé avec succès. C'est pratique. C'est pratique, sauf qu'un jour, j'ai voulu chercher mon collègue qui avait écrit la même chose, sauf que lui, il écrivait pas ça de la même façon. Il avait écrit Alice après, enfin, il avait écrit le nom après, il écrivait Eddie d'abord. Il y a certains qui peuvent essayer de mettre un verbe, un sujet, un COD. Donc en fait, chacun y va de son meilleur français ou son meilleur anglais. Et le jour où mon chef m'a dit ouais, est-ce que tu peux me confirmer qu'on a bien reçu le log de création de tel utilisateur. Moi, je suis là, ah oui, mais du coup, je fais comment à part appliquer des regex dans ma base de log. Et je vous garantis que personne n'a envie d'appliquer des regex dans sa base de log. Déjà, qu'il n'y a pas grand monde qui aime faire des regex tout court. Alors l'idée, c'est d'utiliser des champs de log. Et ces champs-là, en fait, ça se fait comme ça. Donc là, c'est avec Logrus, la lib standard aussi de Go le fait très bien d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est d'avoir un message qui est très générique. Donc là, c'est User Processing Success. Donc c'est ce qu'on faisait à ce moment-là. Et ensuite, tout ce qui est relatif à ce log. Donc là, User ID, Username, Opération. Et qu'est-ce que ça va générer comme log? Ça va générer des messages qui se ressemblent. Mais derrière, si on les traite via un système de log comme Greylog, par exemple, avec des interfaces graphiques ou autres, on va pouvoir cliquer dessus, et même d'ailleurs, c'est utilisé aussi dans CLI, vous pouvez voir directement les champs, et c'est comme ça qu'on peut scroller sur les différents champs. Et quand vous avez une cinquantaine de champs sur un log, vous êtes content de ne pas avoir des logs qui font 40 000 caractères, vous avez des logs simples, et c'est ordonné. Et du coup, ça implique plusieurs choses. Ça implique le fait que vous allez pouvoir faire des requêtes. Et donc ça, c'est typiquement une requête Lucene sur la stack élastique. Et en faisant une simple requête comme ça, vous pouvez trouver vos logs rapidement. Et là, vous êtes content. Alors, il n'y a pas que les logs, il y a aussi le monitoring qui est important. Alors là, c'est pareil, j'ai passé assez rapidement dessus parce que le monitoring, il faudrait une conf entière pour en parler avec toutes les méthodes reduce, tout ça. Et il y a une conf qui existe là-dessus que je mets en source, en gras, donc n'hésitez pas à la prendre en photo. Pour info, d'ailleurs, vous aurez les slides aussi à la fin sur un QR code. En fait, vous aurez mon site et il y a tout dessus. Donc là, c'est pareil, c'est tout ce qu'on veut. Donc là, globalement, les requêtes. Et si vous encore une fois, vous faites des requêtes, eh bien, vous loguez, monitorez toutes vos requêtes. Si vous étiez en train de créer des utilisateurs, eh bien, vous pouvez monitorer vos créations. Donc, essayez juste de réfléchir à ce que vous voulez vraiment monitorer, ce qui va vous servir. Mais globalement, quand on fait du reste, on va souvent avoir besoin de ce genre de truc de l'uptime, le nombre de restarts et les requêtes. Et encore une fois, de manière très claire, les erreurs 500, 400 et les 200. Comme ça, on peut comparer les choses entre elles. Et pourquoi pas afficher du log, et si on a envie, ça peut aussi permettre de gagner du temps avec un coup d'œil rapide. Qu'est-ce qu'on veut monitorer et surtout pourquoi on veut le faire? Donc là, c'est pareil, là on est un petit peu en mode cheat sheet, on va passer vite dessus. Voilà, on veut évidemment communiquer rapidement, on veut avoir un coup d'œil rapidement. Tout ça, c'est un peu des redites par rapport au morning check. C'est normal, le morning check, c'est du monitoring, c'est des métriques, ou du log d'ailleurs, si on veut. Et qu'est-ce qu'on veut monitorer et pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Donc là, je vous mets tout d'un coup. Voilà, on veut monitorer les performances. On va faire ça pour des performances, etc. Donc là, vous avez tout ici. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut monitorer? Là, j'ai tout mis ici. Donc globalement, c'est tout ce qui touche à l'application, au perf, la disponibilité, la base de données. Globalement, qu'est-ce qu'on veut monitorer? On veut monitorer tout ce qui va nous diriger vers une alerte. Quelle magnifique transition vers les alertes. Comment on gère correctement nos alertes? Il y a plusieurs façons de gérer des alertes. Il y a 3 grandes familles de gestion d'alertes: les logs, les métriques et les erreurs au niveau applicatif. Les logs, je les mets en gras pour faire genre j'en parle, mais je vais en parler rapidement. L'idée, c'est de mettre des requêtes, typiquement log alert, dire hey, si je reçois un log qui fait peur 5 fois de suite à la minute, je déclenche une alerte. C'est pratique, ça peut dépanner, mais on peut faire la même chose en beaucoup mieux avec des métriques, parce que les métriques, c'est fait pour ça. Et donc là, je peux vous montrer comment on fait avec typiquement l'Alert Manager, et notamment les alerting rules de Prometheus, de l'Alert Manager Prometheus. Et donc là, on a une configuration. Ça peut être long et complexe, comme ça peut être simple, comme ça, comme vous le voyez. Vous avez un nom, et on va montrer pas à pas les choses. Le plus important ici, c'est l'expression. Donc là, c'est une expression, c'est une requête Prometheus ici. Je dis OK, j'utilise la fonction rate sur la métrique HTTP request total avec le label status. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train d'essayer de regarder le nombre de requêtes, si j'ai plus de 5% de requêtes qui ont raté en 500 dans les 5 dernières minutes. C'est ça que je suis en train de regarder. Et ensuite, il y a le déclencheur, le for. Si ce problème que je viens de décrire, il dure depuis plus de 2 minutes, dans ce cas, j'envoie l'alerte. L'alerte, c'est réveiller la personne ou juste l'alerter de jour. La
L'alerte, en fait, c'est dire, OK, je veux qu'un humain regarde, la machine ne suffit plus. On met donc un summary, une description, et voilà, c'est globalement ce que je viens de vous dire. Eh bien, avec une simple expression, un summary et une sévérité qui va nous permettre derrière de la mapper sur un niveau de priorité, eh bien, on a notre alerte déjà prête à l'emploi. Et avec un simple pattern comme ça, on peut déjà configurer tout un tas d'alertes. Donc ça, c'est hyper bien, c'est hyper pratique. Eh ben, c'est cool tout ça, dis donc. Donc là, on a un peu vu, voilà, d'un point de vue développeur, ce que je sens que je dois faire au niveau des logs, au niveau des métriques, voilà, au niveau des alertes. Maintenant, comment ça marche au niveau applicatif erreur? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'alertes qu'on va pouvoir fire directement à partir du code. Et comment on le fait? Bah, ça, c'est très simple en fait. Hein, vous appelez une fonction qui lance l'alerte. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi j'en parle alors sur mes slides? J'en parle déjà parce que c'est des trois façons de le faire, mais aussi parce que les alertes qui sont lancées à partir du code, elles sont lancées via des erreurs. Et comment on écrit nos erreurs? Et ça, mine de rien, c'est assez important. Donc là, je vais montrer comment on le fait en Go, mais c'est assez similaire dans plein de langages. Donc ça, c'est un code Go. N'ayez pas peur. Hein, là, le Go, pour ceux qui ne savent pas, ça retourne généralement deux valeurs. Les fonctions en Go retournent plusieurs valeurs, et généralement deux. Donc la valeur qu'on veut retourner et l'erreur, si elle existe. Et là, je dis, voilà, donc ici, là, je suis en train de faire tout simplement un fetch dans une base de données. Je suis en train de chercher un utilisateur dans une base de données. Et je dis, s'il y a une erreur, je retourne quelque chose de vide et je retourne mon erreur. Là, ce que ça va entraîner, c'est que du coup, je vais avoir une alerte qui contient directement mon erreur, qui contient le message de l'erreur. Problème, cette erreur, c'est une erreur de cette fonction-là qui n'est pas à moi, c'est une fonction d'un ORM qu'on utilisait à ce moment-là. D'ailleurs, si vous avez eu ma conférence tout à l'heure, vous verrez qu'on utilise de moins en moins d'ORM. Et donc ça, record not found, c'est une erreur de l'ORM. Ce qu'il y a, c'est que moi, je ne la connais pas forcément parce que je ne l'ai pas forcément écrit. Avant de le savoir, eh bien, je peux chercher une demi-heure à savoir que c'est en fait mon ORM qui m'a envoyé ça. Déjà. Aussi, record not found, ok, c'est bien, ça veut dire que j'ai un problème de connexion vers ma base de données. Ça me fait une belle jambe. Hein. Moi, je me connecte à ma base de données 40 fois, à 40 endroits différents dans mon code pour faire plein de choses. Je vais perdre du temps à regarder. Donc en fait, il y a un truc qui s'appelle l'error wrapping. Et ça, c'est assez intéressant. C'est de créer dynamiquement une erreur qu'on va retourner qui contient l'erreur sous-jacente. Et donc là, je retourne ma propre erreur qui s'appelle fetching user. Et derrière, ça va me retourner une erreur plus lisible. Donc là, ça me retourne une erreur qui est plus lisible, que je vais mieux comprendre et qui contient l'erreur sous-jacente. Mais en plus, c'est pas juste une question de lisibilité. Dans l'erreur wrapping, l'erreur contient réellement, d'un point de vue structurel, l'erreur sous-jacente. Ce qui fait que si on veut faire les tests unitaires ou même tester l'erreur, on peut tester l'erreur sur son type et son sous-type. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est un très bon moyen de gérer ces erreurs et donc de gérer les alertes qui dépendent de nos erreurs. Et là, maintenant, j'ai un peu fait le tour des alertes. Là, je vous ai expliqué un petit peu comment on gère tout ça, comment on fait du run quand ça arrive, comment on gère ça en amont d'un point de vue dev. On peut même aller encore au-dessus, il vaut mieux prévenir que guérir, et donc pour ça, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Voilà ce qu'on veut éviter, c'est la dette technique, les problèmes d'erreur, et ça s'appelle le lean. Comment on fait du lean et comment on essaye de limiter au maximum les techniques? Ça, mine de rien, c'est hyper important. Pour moi, il y a deux grands axes. Il y a déjà utiliser un archétype. Si vous savez que vous allez avoir 20-30 microservices, peut-être moins, mais si vous savez que vous allez avoir plusieurs microservices ou plusieurs services qui vont vivre dans le même écosystème, qui vont se connecter à la même CI/CD, qui vont se connecter au même Artifactory, qui vont faire les mêmes choses, vous n'avez pas envie de redévelopper tout à chaque fois. Vous avez aussi envie que vos services aient le même squelette pour que tout le monde puisse partir sur une base saine, une base commune. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est un squelette général. Ça vaut vraiment le coup de passer du temps à mettre en place un archétype solide pour que vous puissiez directement en faire bénéficier tous vos projets. Ça vraiment, j'insiste dessus, c'est hyper important. Et on peut même appliquer cette logique à un niveau un peu en dessous, utiliser des packages communs. Nous, on en a un dans notre équipe qu'on appelle un common package, mais il y en a plein aussi qui sont open source. Globalement, vous allez construire un peu votre propre tambouille. L'idée, c'est de se dire que si je sais que tous mes services utilisent du log, si je sais que tous mes services font l'alerting, etc., et je me dis, tiens, par contre, moi, j'aimerais bien loguer d'une façon particulière, et je sais que c'est vraiment propre à mon équipe, je sais que je vais avoir besoin d'utiliser partout, ce serait idiot, en fait, ou dommage, en tout cas, d'appliquer ce changement au niveau microservices. Développer un package commun et développer votre propre set d'outils dont vous pourrez faire hériter tous vos services. En faisant ça, et ça c'est un très bon moyen de réduire la technique, parce que du coup, en utilisant les choses
comme Renovate ou Dependabot. Il suffit après de tirer la dépendance vers un package commun sur lequel vous travaillez en parallèle pour réduire la dette technique sur tous vos projets en même temps. Et ça, c'est un gain de temps qui est formidable et un très bon moyen d'homogénéiser son écosystème. Et je finirai sur un dernier conseil pour le Lean que je trouve primordial et qui est un peu sous-coté. Je vais vous parler des linters. Utiliser un linter. Qui connaît les linters dans la salle? Un bon tiers, je dirais, c'est super. Les linters, c'est trop cool. Les linters, ce sont des outils d'analyse syntaxique de code. Ils vont syntaxiquement analyser votre code pour faire plusieurs choses. Ils vont vous permettre de rendre votre code plus lisible, plus simple. Ils vont permettre de prévenir des erreurs avant même qu'elles arrivent, permettre de respecter des conventions communes par rapport à toute l'équipe ou même toute une unit ou encore toute une entreprise. Donc c'est hyper utile. Ça peut vraiment imposer des règles qui vont au début vous embêter, mais je vous jure qu'elles vont vous rendre service. Là, c'est embêtant parce qu'il ne me reste que 5 minutes, il me faudrait une conférence entière pour vous en parler. Et ça tombe bien parce que cette conférence, je l'ai coécrite avec un collègue. On l'a faite l'année dernière en Tchéquie. Donc elle nous tient à cœur, n'hésitez pas à la checker aussi, elle est très cool. Et donc on va rentrer plus en détail sur ce qu'est Linter, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et même comment en créer un, parce que mon collègue en a créé un. Et là, c'est vraiment la fin de cette conférence. Vous avez des sources ici, je vous avais promis la conférence qui parle bien mieux que moi du monitoring efficace, donc n'hésitez pas à la regarder. Je remercie bien évidemment mon équipe SIA qui m'a formé au Run, c'est grâce à eux si j'ai pu vous en parler aujourd'hui. Les petits dessins de bonhomme que vous avez vus à certains moments ont été dessinés par une amie nantaise qui est une illustratrice nantaise, donc vous avez son Instagram ici. D'autres sources ici sur les bonnes pratiques de code. Et enfin, je vous présente le plus important à mes yeux, c'est mon chat. Elle s'appelle Kimi, c'est une femelle, elle est adorable. Elle porte le nom de mon blog, sur lequel vous pouvez retrouver différents articles techniques. J'écris régulièrement des articles techniques. Et parfois aussi, je publie, notamment dans le magazine Programmé. Et il y a un article justement que j'ai écrit sur le Run, qui parle en partie de la conférence que je viens de vous présenter aujourd'hui, sur le numéro qui est ce mois-ci. Donc du coup, je le mets dans la slide. Et globalement, j'ai 2 articles sur mon blog qui parlent de ça. Donc d'une part du Run et d'autre part des bonnes pratiques pour le développement résilient. Donc si vous avez aimé cette conférence et ma façon de le raconter, eh bien n'hésitez pas à checker ça. Et enfin, n'hésitez pas à me laisser un feedback, surtout s'il est gentil. Faites comme vous voulez. En tout cas, moi, ça m'aidera toujours à m'améliorer, donc ça me fera toujours plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. J'étais très content de vous voir si nombreuses et nombreux. Je ne crois pas qu'on aura beaucoup de temps pour les questions, mais on a un stand chez OVH Cloud, donc vous pourrez nous les poser là-bas. Moi, j'y serai. Donc merci encore.